La solitude est un sentiment lié à la façon dont vous percevez mentalement votre situation. Il peut donc être changé. En revanche, l'isolement est un fait, une réalité bien concrète. Comme l'indique l'origine du mot, insula, qui veut dire l'île en latin, vous êtes physiquement séparé des autres membres de la société, vous n'avez pas assez de personnes avec lesquelles interagir. La question doit être prise au sérieux, car les sciences de l'humain les plus avancées, comme la biologie cellulaire, confirment que nous avons pour notre santé physique et psychique un besoin vital de liens sociaux, de communauté. Besoin parfois plus vital encore que celui de nous nourrir. On peut mourir d'isolement, et ce à tout âge. La première des clés consiste à ne pas minimiser le problème. Non, on ne s'adapte pas à l'isolement. Et oui, toutes les actions pour en sortir sont utiles, même si elles nous demandent au début un peu d'effort et d'inventivité. Deuxième clé, il est souvent plus simple d'offrir que de demander. Offrir de rendre service à un voisin, offrir les fleurs de notre jardin, offrir notre présence à des personnes plus isolées que nous encore. C'est fou de constater à quel point donner permet de reprendre des forces. Et pour cela, il suffit parfois de parler. J'ai très peur de ça. Oui, mais je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse craindre plus dans une vie humaine que de vivre avec une flamme éteinte. Exactement. Peut-être vaut-il mieux prendre le risque d'aller... De la rallumer. Ben oui, mais c'est oui. Parce que finalement, l'état dans lequel nous laisse le deuil, c'est la flamme éteinte, c'est le désir qui s'éclipse, qui nous déserte. Oui. Et une vie sans désir, c'est pas une vie digne de ce nom. On le sait quand on essaie de se lever le matin, quand on est porté par rien. Alors heureusement, vous avez toujours l'idéal de la musique qui, lui, ne dépend de personne. Et je la partage et je l'enseigne encore, Dieu merci, je donne des cours de piano à Paris et je suis très content comme ça de rencontrer beaucoup de monde. Vous n'avez pas manqué la rencontre, elle s'est produite et vous l'avez vécue. On a pu se serrer dans les bras. Mais oui, et ça Michel, ça fait partie de votre être, c'est ineffaçable, c'est une telle force. Peut-être que vous avez du mal à le ressentir pour l'instant parce que c'est parasité par autre chose, mais c'est une force que rien ne pourra vous enlever, cette rencontre réussie avec un père. Oui. Et c'était déjà là à titre de potentiel. Ça, c'est un des trésors de votre vie intérieure. C'est une très grande solidité. Vous verrez, à un moment donné, vous allez le sentir. J'en suis sûre. C'est que là, pour l'instant, il y a des interférences. Partir confronte à toutes sortes de sentiments, dont je vous ai parlé plusieurs fois, ainsi en introduction. Mais rentrer pose aussi question, en particulier une question. Comment reprend-on pied dans sa vie habituelle après une parenthèse ? Une parenthèse qui nous a emmenés ailleurs, dans des dimensions du monde et de nous-mêmes que nous ne connaissions pas forcément. Cela peut être des moments d'osmose avec la nature, le goût des autres et du partage, un défi physique, une forme de légèreté, découverte ou retrouvée, ou encore de liberté. Si nous vivons le fait que la parenthèse se referme comme une fin ou une perte, cela nous met forcément en souffrance, nous jetant dans des sentiments de tristesse, de frustration, voire de déprime. Si au contraire, nous considérons que nous avons vécu une expérience ineffaçable, même si elle s'arrête, une expérience qui nous a charmés, nourris, voire transformés, alors notre sentiment dominant sera la satisfaction, la joie, la gratitude. Rentrer après une parenthèse, c'est alors revenir augmenter. Nous sommes davantage qu'avant notre départ. Nous sommes nous en mieux, ce qui libère un potentiel nouveau pour ce que nous avons à vivre et ne connaissons pas encore. Alors, rentrer déprimé ou plein d'espoir ? La magie du mental humain est que nous détenons une grande part de choix. Toute l'année, nous fonctionnons sur le mode du devoir. Il faut faire ceci, penser à cela. En vacances, les contraintes se lèvent et nous sommes invités à fonctionner sur un autre mode, celui du désir. Fais ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui a du sens pour toi. Mais soudain, une sorte de vertige nous prend. Mais qu'est-ce que je désire ? Et une série de pensées anxieuses. Maintenant que je ne peux pas me cacher derrière le devoir, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je ne vais pas tout gâcher ? Est-ce que je vais réussir mon rendez-vous avec moi-même ? Soyez tranquilles. Nous sommes tous pour part des inconnus à nos propres yeux. Mais si nous ne reculons pas devant la découverte, si nous nous laissons libres d'apprivoiser, de créer, de ressentir, nous faisons l'expérience que notre désir, pour nous rendre heureux, est la meilleure des boussoles.
Vous savez, sur le moment, nous sommes pris, quand nous sommes dans l'action, vous devez savoir ce que c'est, parce que quand on fait des gestes de soins, on est pris dans l'action. Nous avons des formes de défense qui font que nous concentrons, nous focalisons toute notre énergie sur l'action et nous ne nous laissons pas traverser par des conflits intérieurs, des questionnements. Tout à fait. Donc, sur le moment, je comprends ce que vous dites, c'est que sur le moment, vous saviez d'expérience que ces gestes-là, il fallait les faire, que c'était le bon sens médical. Sauf que c'est après, une fois que vous n'avez plus été dans le feu de l'action, que les signes que vous aviez enregistrés de sa sensibilité, de sa réprobation, vous sont revenus. Et là, vous êtes face au conflit psychique, au conflit intérieur. Oui, je pense que c'est un conflit... comme vous dites, psychique. Autant je peux être par moments apaisée en me disant, elle a souhaité, elle est pas. Et d'autres fois où je parle de moi, hein, je me dis, ai-je bien fait de certains soins. Quand nous commençons à être dans des ruminations intérieures, en vase clos, on brasse toujours la même chose. On le brasse de façon différente, mais on ne fait que se répéter ce que l'on sait déjà. Et je pense que pour réussir à casser ça, à ouvrir un peu ce cercle-là, c'est qu'on puisse chercher à introduire des éléments nouveaux dans votre réflexion. Mais il y a une première chose qui me vient, c'est que au fond, quand vous avez consenti à assumer les soins de nursing de votre sœur, vous avez fait quelque chose de très difficile, qui est de de ne pas reculer devant une responsabilité très lourde. Et ça, déjà, je pense que vous pouvez pas être dans la double peine. C'est-à-dire, déjà, vous avez pris une responsabilité très lourde. Donc, en plus, vous chargez de culpabilité. Je pense que c'est pas juste pour vous-même. Vous voyez, par exemple, il y a des chirurgiens qui sont confrontés à ça. Il y a des chirurgiens qui sont des véritables virtuoses. Ils savent bien que ce qu'ils vont faire, ça sera magnifique. Donc, s'ils ont un proche, ils se disent qu'ils vont mettre leur art au service de leur proche. Mais ce faisant, ils se mettent dans une situation morale toujours très difficile, parce que quand on soigne quelqu'un qu'on aime, on a une responsabilité supplémentaire à la simple responsabilité professionnelle. Parler de son être à elle, élaborer là-dessus, c'est très compliqué pour votre fille. Et même, ça la menace, parce que une autre caractéristique de ce type de personnalité, c'est comme si, ça va avec la question de la fusion, c'est comme si elle n'était pas tout à fait étanche, qu'elle était poreuse, qu'elle pouvait en permanence être envahie par l'autre. Et c'est la raison, comme si sa barrière psychique n'était pas étanche, raison pour laquelle elle rejette l'autre. Et la parole, justement, si vous lui essayez de parler de celle qu'elle est, de s'expliquer sur ses états d'âme, sur ses sentiments, elle a l'impression que c'est une intrusion psychique. Comme elle n'est pas étanche, ça l'envahit. Vous voyez ? Et son père, lui, naturellement, c'est un homme, donc il n'essaye pas de faire ça. Et du coup, ça se passe mieux. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc peut-être essayer de rester avec elle, d'abord d'être attentive aux signes. Quand vous sentez qu'elle veut mettre de la distance, vous la laissez faire. Quand elle essaye d'être très proche de vous sur un mode enfantin, vous l'encouragez pas trop, c'est-à-dire que vous ne les laissez pas revenir dans la fusion, parce que pour elle, la fusion, ça va entraîner le rejet après. Donc vous essayez de réguler, et plutôt dans un premier temps, le temps de réapprivoiser les choses, ne pas chercher à parler, chercher comme fait son père, partager, faire ensemble. Faire ensemble. C'est simplement. C'est ça. C'est pas facile, ce que ça vous demande, Christine, parce que ça vous demande une sorte d'abord de renoncer à ce dont vous avez envie, vous, qui est de vous confier, de parler. Peut-être que ça peut s'aménager, mais pas d'un coup. Parce qu'à partir du moment où votre fille prendra confiance dans le fait que vous respectez cette barrière psychique, peut-être qu'elle va être un peu moins radicale. Mais donc ça peut s'adoucir, mais ça va jamais devenir la causerie au coin du feu. Vous voyez ? Je pense. Oui, il faut que je fasse. Que je m'adapte. C'est ça. On a traversé ça ensemble comme on a pu, mais c'est aussi ce qui fait aujourd'hui notre relation, je dirais, authentique. Donc,
là, voilà. vous voyez, Inès, c'est un magnifique exemple de ce qu'on appelle la résilience. C'est un terme qui parfois est galvaudé, mais pour moi, il est irremplaçable parce que la résilience, ça témoigne du formidable potentiel humain de s'adapter et de guérir. Et en fait, vous avez connu des épreuves terribles, mais vous avez pu faire en sorte que vous vous avanciez vers l'apaisement des situations en restant chaque fois en dessous du seuil traumatique. Parce que souvent, on a tendance à penser que la résilience, c'est simplement le fait de rebondir, enfin c'est uniquement le fait de rebondir après d'épouvantables catastrophes quand on est à terre. Mais ça, c'est une résilience post-traumatique. Mais il y a une fonction qui est peut-être plus importante encore parce qu'elle concerne chacun de nous et pas seulement les traumatismes les plus spectaculaires, c'est la capacité à s'adapter en permanence à ce qui arrive en restant en dessous des seuils traumatiques, de sorte que, comme vous le dites à l'instant, vous ayez deux êtres, vos fils de 20 ans et 15 ans, qui ne soient pas abîmés, et vous-même aussi. Parce que même si vous avez été éprouvé, bon, la joie s'entend dans votre voix, et surtout votre flamme vitale est là, puisque vous êtes aujourd'hui dans le désir de refaire votre vie. Au moment où nous sommes baignés dans des problèmes sanitaires, de santé publique, donc, j'ai envie de vous parler de santé individuelle. Savez-vous que la santé est notre état naturel ? Pour garder la santé ou la retrouver, nous devons avant tout lui donner l'environnement propice, externe et interne. Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade, a dit Hippocrate, le père fondateur. Hippocrate, eh bien, quel lapsus pour commencer, le père fondateur de la médecine dans la Grèce antique. Parfois, ce qui nous rend malades, ce sont en nous des croyances erronées, des idées fixes, des idées sombres. C'est alors que parler peut servir à abandonner ces façons de voir qui nous mettent en souffrance pour considérer les choses sous un angle nouveau. En fait, Julien, la question, c'est comment vous allez pouvoir rebondir après, effectivement, cette quatrième vague qui est difficile à prévoir. Personne n'a vu le film de cette pandémie. Donc, au fond, vous, Julien, le seul point d'appui que vous puissiez avoir pour soutenir votre morale, c'est de vous dire que vous avez déjà su réussir une mutation par 2 fois. La première, ça a été de réussir à vous adapter au handicap et d'une certaine manière à reconfigurer votre vie quotidienne. Comme vous le disiez, vous avez dû vous adapter au temps qu'il faisait, à la météo, aux sensations. Vous avez réussi une première mutation, ensuite une deuxième avec une expérience entrepreneuriale. Il y aura un moment où vous aurez à compter sur vos propres forces. Ça ne sera pas l'assistante sociale qui va trouver la solution, c'est pas la jeune génération, c'est vous qui allez pouvoir essayer de, à nouveau, quand on parle de mutation, c'est notre capacité à nous transformer, réussir une nouvelle version de Julien, de version 4e vague. Que comme on a parlé tout à l'heure de la perte de votre travail qui vous a mise dans un état de deuil, là c'est une autre forme de deuil que vous avez connue dans votre vie quand vous avez eu à vivre 6 mois sans vos enfants. Oui. Ouais. Et là aussi, je dis des choses générales. Après, ça peut se décliner différemment selon chacun. Mais à nouveau, quand on est dans un état de deuil, l'affect du deuil, c'est le sentiment d'être déprimé, de dépression et l'impossibilité de rebondir pour désirer autre chose. Le propre du deuil, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le conçoit dans les périodes où on porte le noir de façon symbolique, c'est que nous sommes dans la perte et notre désir ne peut pas renaître pour autre chose. Et c'est ça qui fait le noir du deuil. Ce qu'on appelle le désir en psychanalyse, c'est l'élan vital qui nous porte, c'est cet élan en nous qui nous propulse vers ce qui nous passionne dans la vie, ce qui a du sens pour nous. C'est ça le désir et c'est ce qui nous donne un sentiment d'énergie dans la vie, quand nous sommes comme poussés de l'intérieur vers ce qui a du sens pour nous. Hélas, le désir, on ne le connaît pas forcément d'emblée. Parfois, pour savoir qui nous sommes, quel est notre élan fondamental, nous avons besoin d'une exploration
exploration et nous avons besoin d'être accompagnés dans cette exploration. Il me semble que pour vous, pour que vous puissiez sortir de la dépression et retrouver une joie de vivre, il me semble essentiel que vous puissiez mieux vous connaître et savoir de quoi est fait votre élan fondamental, ce qui donne du sens à votre vie. Je pense vraiment que c'est cette recherche-là qui peut vous aider à trouver cette issue que vous cherchez. Il me semble, Margot, que ce que illustre votre discours, c'est que dans un monde humain, ce ne sont pas les faits bruts qui décident de notre vie, parce que vous avez connu des faits terribles, vous avez connu la guerre, vous avez connu le deuil, vous avez connu les changements de vie, vous avez connu des différentes menaces, et en fait, la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous vous racontez l'histoire, en psychanalyse, on appelle ça le mythe individuel, de la légende que vous faites de votre propre vie, va du côté du vivant et de l'espoir. Donc au fond, dans un monde humain, ce n'est pas le fait brut qui décide, mais la manière dont nous concevons les choses et le sens que nous leur donnons. Ce qui signifie que nous avons une marge de manœuvre parfois bien plus importante que nous ne croyons sur notre destin. Nous ne sommes pas uniquement soumis et victimes des faits, nous avons entre les mains la possibilité de leur donner un sens, et c'est ce que vous faites. Je le pense. Marie-Claude, tout ce que vous dites illustre quelque chose que nous savons aujourd'hui du cerveau avec le neurosciences et qui peuvent nous donner énormément d'espoir. Vous savez que nous pouvons en 72 heures faire de nouvelles connexions neuronales. Donc les neurones s'organisent en circuits complexes et se corrèlent entre elles pour pouvoir faire des tâches nouvelles, des tâches complexes qui ensuite deviennent comme de nouveaux automatismes. Donc quand on est face à des problèmes comme ceux que vous rencontrez, au début on se sent certainement très démuni. Et dès qu'on apprend à notre cerveau à faire une nouvelle tâche, les connexions se font et ça devient, comme on dit, une compétence inconsciente et on retrouve d'autres gestes naturels. Ce qui rend bien sûr la vie supportable parce que vous ne pourriez pas penser à chaque geste quotidien à chaque instant. Mais effectivement, quand un médecin vous dit on n'y peut rien, c'est que les ressources de la médecine, à un moment donné, sont limitées. En revanche, vous n'y pouvez pas rien, parce que le travail, vous devez l'éprouver chaque jour, c'est vous qui le faites, pour récupérer vos fonctions. Oui, mais j'arrive pas à m'y faire. Si vous voulez, j'arrive pas à élaborer, mentaliser le fait que je sois diminué, en fait, même si c'est temporaire. Hein. Donc c'est une forme de compensation, finalement. Pour vous, l'antidote que vous avez trouvé à la dévalorisation parentale, c'est un esprit de compétition qui vous mettrait toujours en haut du tableau. Et voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce que je vous ai dit pourquoi, je ne peux pas en dire plus ce soir. Comprends. Mais quand on a été dévalorisé par ses propres parents, hein, on en garde quand même des séquelles importantes. Vous avez raison d'insister quand vous dites par nos propres parents, parce que quand nous sommes enfants, nos parents, c'est la parole divine, c'est la parole de la vérité absolue. Donc même si nous avons nos défenses comme enfants, qu'on peut prendre un petit écart en se disant que c'est pas forcément vrai, il y a une part de nous qui intègre cette parole-là, presque la télécharge d'une certaine façon, et ensuite, dans un certain lieu de notre esprit, ça devient comme un programme automatique. Tu es nul, tu es mauvais, et vous luttez en permanence. Vous avez développé ce qu'on appelle une formation réactionnelle en psychanalyse. La formation réactionnelle, c'est l'antidote psychique. Votre antidote psychique à vous, c'est d'utiliser votre énergie qui doit être très importante à la base pour entrer dans une forme de lutte qui vous hisse à la position du meilleur, qui à ce moment-là vous rassure et sert à contredire la parole parentale que vous avez intégrée dans votre esprit. Vous avez tout dit. C'est exactement ça. Pour vous, l'accident, ça a été quelque chose de traumatique en soi. C'est la catastrophe absolue dans votre vie. En fait, ça vous met aussi, dans la mesure où ça vous met face à votre faille psychique, ça m'évoque quelque chose qui sont dans des textes spirituels anciens. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est les manuscrits de la Mère Morte. Il y a une expression que je trouve très belle et dont je parle parfois à mes patients au cabinet. Ça s'appelle la nuit obscure de l'âme.
Et la nuit obscure de l'âme, c'est notre épreuve de vie la plus difficile, celle qui nous met parfois face à notre plus grande fragilité. Mais si nous arrivons à la surmonter, si nous évoluons, parce que c'est un enjeu d'évolution, nous en tirons une force qui nous rend, alors pas indestructible, c'est pas une question d'être des robots, mais qui nous donne une force vitale, une confiance qui va nous porter pour le reste de notre vie. Et au fond, dans ces textes-là, moi, je trouve ça très beau parce que c'est assez représentatif de ce qui peut se passer dans une vie humaine. Si nous traversons notre nuit obscure de l'âme, que nous trouvons des ressources, que nous faisons face à notre plus grande faille et que nous guérissons, ensuite on en tire une force de vie inconnue auparavant. Je trouve que c'est un peu ce qui vous arrive, c'est-à-dire que cet accident, alors on va pas essayer de trouver des significations, c'est assez mystérieux, mais votre accident vous a mis face à votre plus grande peur, votre plus grande faille. Donc il me semble que là, pour vous, Robert, c'est une occasion d'évolution. Aussi, par expérience au cabinet, il arrive des accidents très graves dans la vie d'une personne. Évidemment que c'est une catastrophe, il aurait mieux valu que ça n'arrive pas, mais ce sont aussi parfois des coups d'arrêt à un système de fonctionnement moral, psychique, relationnel dans lequel on est enfermé. Et à l'occasion de cet accident, la personne a l'opportunité de guérir ce qui n'avait pas été guéri et d'entrer dans un fonctionnement psychique plus élaboré qui la sert davantage pour la suite de sa vie. Parce que c'est épuisant l'énergie du combat, comme ce que vous avez mené toute votre vie. Oui. Aussi, si vous traitez ça dans les suites de l'AVC, c'est-à-dire si vous traitez le problème psychique que vous avez, cette combativité qui ne vous sert pas toujours, à l'occasion de l'AVC, ça peut être aussi l'occasion de le traiter pour tous les autres domaines de votre vie. Souvent, quand on guérit quelque chose dans un domaine, ça se guérit partout. Et si vous arrivez à entrer dans un autre fonctionnement que celui du combat, ça ne veut pas dire que vous ne saurez plus combattre quand il y a besoin. Vous allez toujours la garder, cette ressource. Mais si vous savez faire autrement, ça pourra aussi vous permettre d'aborder mieux d'autres choses que la vie peut vous amener, comme vous dites, des inconvénients liés à l'âge ou peut-être d'autres obstacles à un moment donné. Oui. En ce moment, les neurosciences progressent énormément. On est vraiment depuis le début des années 2000 où les découvertes arrivent très vite. Pendant longtemps, on a cru que sur le plan neuronal des cellules du cerveau, il pouvait y avoir des dommages irréversibles. Et plus les recherches avancent, plus on se rend compte que les capacités de guérison cellulaire sont énormes, beaucoup plus importantes qu'on ne pensait. Donc chaque fois que des découvertes nouvelles arrivent, c'est plutôt dans le sens de capacité de récupération qu'on pensait ne pas avoir et qu'on a. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un organe extraordinaire, le cerveau, qui a le potentiel de s'auto-guérir. Simplement, pour vous dire comment ça marche, c'est que ce sont des groupes de neurones qui remplissent les tâches de notre vie et quand des circuits ont été endommagés, il faut les recréer par une démarche de concentration et de conscience, de concentration sur les mouvements que vous réapprenez. Et ensuite, au fur et à mesure que vous réapprenez ces mouvements, les circuits neuronaux s'inscrivent dans votre cerveau et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, plus ils sont utilisés, plus ils sont investis, plus ils se remettent à fonctionner naturellement et rapidement. D'accord. C'est ce que l'orthophoniste appelait, je crois, la plasticité neuronale, il me semble. Exactement, c'est la plasticité neuronale, tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a jamais un circuit unique et ça se passe pas sur le mode un circuit brûlé, ça ne revient pas. C'est que quand un circuit est endommagé, les neurones, en fait, c'est des cellules qu'on peut dire qu'elles sont extrêmement sociables. Elles ne demandent qu'une chose, c'est se connecter à d'autres neurones pour former des ensembles complexes à même d'assumer toutes les tâches de notre vie. Donc ça se fait tout le temps, c'est cette plasticité-là dont parle votre orthophoniste. Simplement, ce qu'on commence à savoir du côté des neurosciences, c'est que ce qui permet à nos neurones de se connecter, de socialiser et de s'assembler, c'est une intention qui est du côté de notre conscience. C'est-à-dire que votre conscience a la faculté de décider ce sur quoi elle se concentre.
Et quand vous êtes en rééducation, plus vous allez mettre de votre conscience dans votre mouvement. Par exemple, si vous dites « j'envoie mon esprit au bout de mes doigts », si vous apprenez à réécrire, et vraiment vous focalisez votre conscience, votre attention sur le bout de vos doigts, c'est une aide considérable pour que les circuits neuronaux se constituent et se renforcent. D'accord. La rééducation des fines, ce qu'on appelle les mouvements fins de la main. Oui. Il y a aussi ce travail inconscient. Oui, je comprends. Oui, c'est ce travail mental. Vous savez, les sportifs de haut niveau savent ça. Par exemple, un danseur à l'opéra, un sportif de haut niveau, quand il doit faire un geste extrêmement pointu, il utilise beaucoup son cerveau. Il sait que s'il met son mental dans le bout de son pied, dans l'endroit qu'il doit travailler, dont il exige une performance, ça crée des circuits neuronaux et ça permet à la performance de s'installer beaucoup plus vite et de façon plus stable. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à travailler avec votre concentration, avec votre mental. Chaque fois qu'on entend parler de guérison dite miracle, quand on dit un miracle, c'est qu'on ne sait pas forcément l'expliquer tout de suite, on voit que c'est une technologie intérieure. C'est des personnes qui ont su focaliser leur conscience sur l'endroit qui a besoin de guérir pour que les circuits se fassent. D'accord, entendu. Au fait, que signifie au juste ce terme de vacances ? Le mot lui-même vient de l'adjectif latin vacans, ans, qui signifie libre, inoccupé. De là, vacances en français, au singulier ou au pluriel. Le sens n'est pas le même. La vacance désigne le temps pendant lequel une fonction n'est pas remplie, pour un tribunal par exemple. Au sens moral, la vacance est le vide affectif ou intellectuel, sens plutôt négatif donc. Ici vient l'explication philosophique des vacances. Le pluriel renverrait à la diversité du divertissement que nous voulons pour nos vacances. Le philosophe Blaise Pascal nous l'explique très bien. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son vide. Pourtant, on ne se sent pas vide quand on parle. Et les vacances peuvent aussi en donner l'occasion. Alors pour vous écouter, Parlons-nous est là tout l'été. Quand j'entends votre histoire, à travers ce que vous en dites, Catherine, j'entends tellement de souffrances morales. Donc vous avez eu des deuils, vous avez eu des expériences humiliantes, en parole du moins, des expériences de déprime, des phobies, des angoisses. Aujourd'hui encore, vous avez beaucoup d'angoisses, vous avez des phobies et vous insistez pour dire que c'est pas des phobies ordinaires et j'entends ce que vous dites. Je crois, Catherine, que pour casser le cercle de tout ce malheur et de ces conséquences qui font que vous pouvez pas voir vos petits-enfants auxquels vous tenez beaucoup, je pense que vous avez d'abord besoin d'aide. C'est-à-dire que je vois que vous vous débattez seul avec tous ces tourments et je pense que quand on est dans l'angoisse, qui est une des choses les plus difficiles à supporter, on a d'abord besoin d'une aide psychique. Ça me semble très important parce que je pense que si vous êtes mieux sur le plan psychique, et souvent, quand on est aidé sur le plan psychique, comme c'est le cas dans les CMP dont parlait Mia tout à l'heure, eh bien, il y a aussi une aide sociale. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour que vous puissiez commencer à reconstruire une vie digne de ce nom pour vous. Je pense que c'est comment, quand je dis digne de ce nom pour vous, avec ce qui a du sens dans votre vie, revoir vos petits-enfants et avoir un logement, vous le dites, je pense qu'il faut commencer par vous soigner vous, c'est-à-dire soigner cette souffrance morale qui vous habite. Ça vous aidera beaucoup à avoir de l'énergie pour trouver les moyens de vous héberger, de trouver une stabilité, d'avoir une stabilité dans votre travail. Et parce que si vous entrez dans ces circuits d'aide psychique, psychologique, il y a aussi une aide sociale qui est associée à ça, une assistante sociale qui vous aide aussi pour trouver un logement, pour régler les problèmes que vous pouvez avoir. Et moi, je crois qu'avant de vous engager dans la question de comment faire pour revoir mes petits-enfants, parce que ça a l'air verrouillé de ce côté-là, c'est commencer vraiment par prendre soin de vous et faire en sorte que vous soyez dans un état moral meilleur, déjà stable intérieurement, plus serein, à partir de quoi vous pourrez commencer à dénouer les problèmes de logement. Et je pense que si vous êtes mieux psychiquement, que vous êtes dans un logement stable, il y aura probablement des ouvertures du côté de votre famille.
L'évolution pour un être humain ne consiste pas à faire tout ce qu'il veut sans contrainte, dit Freud, mais à trouver un équilibre entre l'aspiration à son propre plaisir et la réunion avec les autres dans la communauté. Ce qui passe par la compréhension de l'autre dans sa différence et parfois dans sa fragilité. Ce qui passe par l'écoute. Et parlons-nous à cœur d'y contribuer chaque jour de façon simple et directe. On pense que le soutien psychologique, c'est quand on est fou, mais c'est pas ça. C'est quand un être humain est tellement éprouvé que ses douleurs morales, d'abord, l'empêchent d'être heureux, parce qu'on n'est pas heureux avec des angoisses, des phobies, des dépressions, et aussi parce que un être humain n'a pas la stabilité intérieure qui lui permet de construire sa stabilité extérieure. Donc c'est à ce moment-là qu'une aide est vraiment nécessaire. Je pense que c'est le moment pour commencer un travail sur vous. D'abord, vous êtes conscient de beaucoup de choses dans votre histoire. Vous faites vous-même des liens. Enfin, vous savez ce que c'est que la répétition, vous savez ce que c'est que le passage à l'acte, vous savez ce que c'est que la responsabilité. Donc, vous avez déjà réfléchi à beaucoup de choses. Je pense que maintenant, c'est l'enjeu d'un travail sur vous, ce serait de donner un appui à vos forces vitales, à ce qui en vous est intact et ce qui veut vivre, puisque vous avez survécu à ce premier accident.